Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Assise nationale de la refondation, pourquoi sa tenue divise la classe politique? C'est le thème du grand dialogue de ce soir, initialement prévu du 15 au 20 novembre courant. Les assises nationales de la refondation se tiendront finalement du 20 au 26 décembre prochain. Le cadre d'échange des partis et regroupements des politiques pour une transition réussie prévient qu'il ne participera pas à ces assises qui, selon lui, sont insensées et inopportunes. À quoi faut-il s'attendre avec ces assises? Que serait une telle rencontre sans une partie de la classe politique? Comment rendre ces rencontres plus inclusives? Studio Tamani pose donc le débat en partenariat avec le programme d'engagement civique APEC. Nos invités, Boubacar Diko, premier vice-président du parti Yelema, Bakabini Keita, politologue, professeur à l'université de Bamako, Boulan Baro, membre du directoire du parti SINID, Congrès national d'initiative démocratique. Je suis Imrana Kilomaya, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Boulan Baro, dites-nous pourquoi vous tenez tant à ces assises-là. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous tenons effectivement à la tenue de ces assises pour plusieurs raisons. Mais la simple raison, ça c'est la situation sécuritaire actuelle du pays, qui, depuis 2012, nous sommes dans une situation d'insécurité qui ne favorise pas du tout une gouvernance vertueuse. Donc, depuis 2012, toutes les solutions imaginables ont été proposées, mais malheureusement, encore n'ont pas la paix. Donc, avec la lutte du M5 RFP, il était prévu qu'on aille vers une refondation. Donc, cette refondation passe forcément par une assise qui va amener les Maliens et les Maliennes à se retrouver dans un forum pour débattre de tout ce qui peut nous aider à nous relever. Donc, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le cadre idéal pour nous en ce moment-là de se mettre ensemble pour redéfinir un nouveau Mali. De quoi parle-t-on dans ces rencontres-là qui vont se tenir bientôt? Ces rencontres, je l'ai dit, primo, il faudrait qu'on parle du cadre sécuritaire du Mali. Parce qu'on ne peut rien obtenir. Uniquement? Pas seulement ça. Ça, c'est l'objectif principal. Il y a des thématiques qui seront débattues. Mais aujourd'hui, 2012, c'est que nous sommes effondrés. Nous sommes effondrés, c'est un pays presque atteint. Toutes les solutions qui ont été proposées depuis 2012 n'ont pas pu nous amener la paix. Parce que, à travers cette insécurité, rien. Tant que nous ne parvenons pas à juguler cette insécurité, nous ne pourrons pas aspirer à une paix durable. Donc, pour nous, il faut d'abord s'attaquer aux questions sécuritaires. Parce que prendre en main notre destin sur le plan sécuritaire, et maintenant proposer d'autres alternatives pour le développement. Les questions sécuritaires n'ont pas été tenues compte des rencontres précédentes, notamment la conférence d'entente nationale, le DENI. C'est ce que j'ai dit. Il y a tellement de rencontres, tellement de propositions, mais avec tout ça, nous n'avons pas encore la paix. Il y a encore cette situation d'insécurité. Donc, tant que cette insécurité persiste, ça voudrait dire clairement que ces assises précédentes-là n'ont pas atteint les objectifs initiaux. Diko, il dit que la situation sécuritaire persiste, c'est pourquoi il faut aller à ces assises nationales de la refondation. Et vous, vous êtes contre. Dites-nous pourquoi. Merci. Déjà, ce qu'il faut savoir et rappeler que les assises, tout ce qu'on appelle assises, rencontres, fora, entente nationale, ça n'a jamais été un problème au Mali. D'ailleurs, ça fait partie des valeurs cardinales de notre pays. SIGAFO. Et ça, je pense que personne ne contre ça. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est le format, c'est le fond, c'est la manière
c'est la non-inclusivité de toutes ces démarches. La preuve, nous avons d'ailleurs, à chaque fois qu'on a été sollicité par les autorités de la transition, nous avons répondu. En participant par les ateliers, en participant dans les comités, pour apporter notre pierre à l'édification, pour apporter nos idées en termes de réformes politiques et institutionnelles. Ceci étant, aujourd'hui, nous avons été clairs. On a donné nos positions par rapport à ces assises. D'abord à travers un mémorandum, à travers plusieurs communiqués, à travers des conférences de presse, tout récemment à travers un grand meeting au CICB, aussi un grand meeting au Palais de la Culture. Nos positions sont claires. Ces assises, d'abord, dans un premier temps, elles sont inopportunes. Pourquoi elles sont inopportunes? Vous savez, tout récemment, nous avons fait ce qu'on appelle les DENI, les dialogues nationaux inclusifs, comme son nom l'indique, inclusifs, où pratiquement tous les Maliens, dans sa globalité, les politiciens, la société civile... Là aussi, ça a été boycotté. Je dis, la majeure partie de tous les Maliens étaient présents. Il y avait juste une petite frange que je ne veux pas négliger. Mais c'était un dialogue national inclusif qui a été fait dans un contexte paisible, dans un contexte de rassemblement. Mais vous, votre organisation compte une quarantaine de partis politiques. Ce n'est pas une quarantaine, c'est plus de 120 partis politiques et regroupements politiques. Maintenant, ce que je voulais juste, si vous me laissez juste avancer par rapport à mes idées, pourquoi j'ai dit que c'est inopportune, nous avons eu les dénis. Nous avons eu le rapport de Daba Diawara qui a été statué sur la refondation de notre pays. Nous avons eu beaucoup de forats, comme mon frère vient de les rappeler. Et ces forats ont traité des questions de refondation. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a juste pas plus tard que 2 ou 3 semaines, il y avait encore des recommandations du déni qui faisaient des phares dans les débats publics qui étaient la négociation avec Amadou Koufa et Yad. Et ça, ce sont les recommandations du déni. Donc cela veut dire qu'on a encore certaines recommandations qui sont encore dans le placard. Et aussi, en écoutant aussi plutôt le ministre de la Refondation, qui dit que ces assises vont uniquement être la compilation des différentes assises, des différents forats. Donc pour nous, c'est encore des assises inopportunes. Et pire, c'est encore budgétivore. Ce sont des assises qui vont coûter pratiquement 2 milliards et 500 millions. Et aussi, ces assises sont antidémocratiques. Vous imaginez ce qu'ils disent dans les assises? Vous avez dit en premier lieu que vous ne participerez pas parce que ces assises ne sont pas inclusives. Ces assises ne sont pas inclusives. Avez-vous été appelé par le Premier ministre pour parler de ces assises nationales? Nous, en tout cas, nous avons donné notre position. Notre position a été ventilée à toutes les autorités. Vous avez donné votre position comment? Par quel canal? Par voie d'envoi adressée aux différentes autorités, au président de la transition. Par le Premier ministre? Le Premier ministre, nous n'avons pas été reçus jusqu'à présent par le Premier ministre. Donc, cela veut dire par le ministre de la Refondation? Ni par le ministre de la Refondation, ni par le Premier ministre. Donc cela veut dire que nous sommes ils sont dans une démarche non inclusive. Ils sont dans une démarche non inclusive. Donc c'est pour aussi dire qu'au-delà du fait que ça soit inopportune, du fait que ça soit budgétivore, et du fait que c'est antidémocratique, parce que les résolutions de ces assises, comme on l'entend, vont être exécutoires et vont être contraignants par rapport aux différents candidats. Donc vous imaginez, les différents candidats vont venir et ils vont laisser leur programme, ils vont juste seulement prendre les résolutions de ces assises et pour compétir. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que même le contrat social qui existe entre le peuple, le peuple et l'homme politique sera adossé aux assises nationales. Et pour finir, ils n'ont aucun mécanisme de contrôle par rapport à ces attitudes assez contraignantes par rapport aux assises. Et pire, ces assises aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas les assises qui posent problème. Ce qui pose problème, c'est le fond. Ce qui pose problème, c'est de corréler les assises par rapport au délai de la transition. Aujourd'hui, les assises sont devenues comme des alibis pour prolonger la transition, pour violer la charte de la transition, pour violer la Constitution. Et c'est ça, ce sont des questions, des valeurs, des principes pour nous qui sont très importante. Bakabini Keïta, DICO estime que les assises nationales sont inopportunes et insensées. S'agira-t-il d'un forum institutionnel comme fut très souvent le cas dans notre pays? Bon, écoutez, merci de m'avoir donné la parole. Je remercie Sidio Tamani, je remercie tous les auditeurs et auditrices. Je remercie également nous qui sommes sur le plateau.
qui avons accepté en tout cas de venir éclairer les Maliens sur un certain nombre de questions par rapport précisément les assises nationales de la refondation. Donc avant de répondre à la question, moi je voudrais d'abord m'interroger qu'est-ce que c'est que les ANR, parce que je pense qu'il faut commencer là. Assises nationales de la refondation. D'abord assises, donc c'est une rencontre évidemment, c'est un forum, donc c'est une occasion pour que les gens se retrouvent pour se parler. Et je crois que ce n'est pas une première dans l'histoire. On peut puiser dans l'histoire nationale du Mali. On peut aussi puiser à l'échelle internationale. Il y a eu beaucoup en Afrique, le temps des conférences nationales. Rappelez-vous, le temps avait été donné par le Bénin, etc. Vous avez parlé aussi d'autres expériences au Mali récemment, notamment ce qui a été appelé dialogue national inclusif. Donc bref, maintenant le caractère national, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois qu'on voudrait à partir de là dire que on ne voudrait pas que personne ne soit effectivement sur le caractère inclusif, on veut mettre l'accent sur le caractère inclusif en mettant assise nationale. Donc ça veut dire qu'on voudrait que tout le monde participe à ça. Mais si on dit que tout le monde participe, attention, je crois que nous n'avons pas aussi la même lecture de la notion d'inclusivité. Parce que je crois qu'au Mali, il y a des gens qui pensent que sans eux, là, le Mali n'existe pas. D'abord, je pense qu'il faudrait que les gens corrigent cette mentalité. 1. 2, il faudrait que les gens comprennent que le fait que dans une société, que tout le monde n'adhère pas au même projet, ça c'est inhérent à la vie. Ce fait-là est inhérent à la vie même des hommes dans la société. Quoi que vous fassiez, effectivement, vous avez rappelé que quand il avait été question qu'il représente le peuple. Oui, je parlerai effectivement de cette notion de peuple que tout le monde s'approprie, en tout cas à tort à travers. Les gens emploient ce terme peuple sans savoir de quoi ils parlent exactement. Je ne suis pas en train de dire que j'ai le monopole des concepts, mais je crois que les textes sont clairs, les spécialistes sont connus. Je pense qu'on peut aller fouiller ces. Et voilà, donc nous-mêmes, nous avons aussi la capacité aussi de réappropriation également des concepts. Donc vraiment, ce que je voudrais dire, je voudrais tout simplement dire que le fait que ça ne soit pas, pas inclusif, ça ne veut pas dire que des partis politiques ne participent pas, ça n'enlève à rien le caractère inclusif, si vous voulez, du dialogue qui va se tenir. Maintenant, c'est dialogue national de la refondation et refondation aussi. Je pense qu'il y a aussi une erreur à ce niveau. Beaucoup confondent refondation et réforme. Parce que j'entends dire que avant de venir, j'ai écouté un ancien débat de Sidio Tamani, un intervenant qui disait que c'était un processus. Non. La refondation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là où je vais rejoindre un peu le collègue du CENID, Boulambaro, je crois, qui est du directoire du CENID, qui dit qu'effectivement, les assises, on tient les assises parce qu'il y a l'insécurité, c'est pour trouver un problème d'insécurité. Mais moi, je vais plus loin. Ce n'est pas seulement trouver un problème à l'insécurité, mais c'est le Mali qui s'est effondré. Le Mali est à terre. Et parce que le Mali est à terre, donc il faut relever le Mali. C'est ça le sens de la refondation. Et les gens confondent ça avec ce qu'on peut appeler les réformes. Les réformes, effectivement, c'est un processus. Évidemment, c'est dans des contextes précis également que les réformes interviennent. Vous voyez. Donc je pense qu'il faut aussi clarifier les concepts également aux gens. Mais les gens mélangent, c'est-à-dire qu'on fait passer la refondation pour les réformes et on fait passer les réformes pour la refondation. Alors que c'est pas, les réformes viennent en temps normal, lorsqu'il y a un pouvoir démocratiquement élu. Donc effectivement, on procède à des réformes. Donc si vous voulez, c'est comme si vous avez votre bâtiment déjà construit, vous voulez apporter des modifications, ça qu'on appelle les réformes. La refondation, c'est quoi? C'est le bâtiment qui s'est effondré en entier. Et donc, sans fondement. Maintenant, il faut jeter les fondements de ce bâtiment-là. Et le Mali est dans cette situation aujourd'hui. Et donc, maintenant, la question du collègue, vous avez la remarque du collègue, si vous pouvez me rappeler. Lequel de Diko, vous avez posé une question par rapport à son intervention. Oui, je le dis, il y avait des rencontres qui ont été... Oui, est-ce que ce n'est pas un forum de trop? Non, en fait, moi je crois que
si des gens ne veulent pas participer, c'est leur droit le plus absolu de ne pas prendre part, évidemment, à une rencontre. Maintenant, dire que c'est un forum aussi de trop, c'est leur droit de le dire. Mais moi, je pense que le fait de se parler, il n'est jamais trop de se parler. Lorsque on sait que la situation actuelle du Mali nécessite que les gens se parlent. Je prends juste un argument. Il y a eu, comment dirais-je, des dialogues au Mali. Est-ce que selon vous, ces assises ne vont pas se limiter seulement au seul besoin de relecture des textes fondamentaux de l'État de la République? Non. Vous savez, il y a deux aspects de la chose que les gens ne sont pas en train de comprendre. On vous avez dit que les Maliens vont commencer à se parler depuis le niveau des villages, des fractions, et jusqu'au niveau des communes, en passant par les cercles, les régions, et donc jusqu'au niveau national. Je crois que c'est un truc comme ça. Les gens se parlent, mais il y a aussi des spécialistes qui ont été effectivement réunis et qui, dans des groupes, qui vont essayer effectivement aussi de voir les textes. Donc il y a un travail, si vous voulez, de recherche sur le terrain, il y a un travail de terrain, et ce travail de terrain sera nourri évidemment par effectivement une conceptualisation par des différents spécialistes de la question. D'accord. À vous maintenant. Selon le Premier ministre, ces rencontres-là vont se tenir notamment sur plusieurs aspects, notamment l'armée, l'école, la santé, le foncier, la gouvernance, lutte contre la corruption et l'impunité. Tous ces aspects n'ont-ils pas été pris en compte lors des assises précédentes? Ce que j'ai dit, ça c'est des thématiques que vous venez de citer. Maintenant, le truc principal, c'est qu'il faut qu'on s'attaque désormais à notre plan de sécurité. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tant qu'ils n'ont pas la sécurité sur l'ensemble du territoire national, nous ne pouvons pas gouverner. Ça c'est indéniable. Maintenant, vouloir faire un déni de réalité politique, c'est de dire qu'il y a eu le dialogue national inclusif dont les Maliens ne doivent plus se parler. Mais en quoi ces assises pourraient-elles être des solutions pour la question? Je reviendrai parce que si ce dialogue national inclusif avait atteint les objectifs, il n'allait pas avoir le 18 août. Parce que ce dialogue-là n'a pas pu apporter les solutions aux questions essentielles du Mali. Voilà pourquoi il y a eu le 18 août. Donc on ne peut pas faire un déni des réalités politiques par rapport au 18 août. Parce qu'il y a des gens qui sont levés, qui ont compris qu'à la suite du dialogue, aucune résolution n'a été mise en œuvre. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Parce que nous n'avons pas participé à ce dialogue-là. Pour une raison toute simple. Parce que nous n'avons pas eu la garantie de ce qu'on va faire de ces résolutions après le dialogue. Et nos inquiétudes ont été mises à nu. Parce que ce dialogue-là n'a servi à rien. Voilà pourquoi cette fois-ci nous disons qu'il faut donner un caractère contraignant aux résolutions de ces assises-là. Voilà la différence. Maintenant, le caractère contraignant, c'est de prendre les résolutions du dialogue des assises, les traduire dans les normes. Est-ce qu'on ne pourra pas travailler avec ces recommandations sans passer par des assises? Le contexte a changé, nous sommes dans un nouveau contexte. C'est qu'il y a eu le 18 août. Il faudrait que nous commençons à intégrer ça. Nous avons quitté, avant le 18 août, moi je peux dire que le Mali était dirigé par procuration. Il y avait un manque de leadership. Maintenant, qu'on le dit, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il y a un leadership très clair que nous avons décidé de prendre le Mali en main. Fini le temps de la gouvernance par procuration. Nous affirmons et nous nous assumons. Maintenant, par souci d'inclusivité, nous avons proposé ces assises-là. Et nous souhaitons que tout le monde y participe. Nous sommes dans le souci du consensus pour le Mali nouveau. C'est la démarche. Mais il y a déjà un cadre qui ne veut pas participer à ces rencontres. Mais est-ce que des démarches sont en cours pour permettre à ce cadre-là de participer? Si vous constatez un peu la démarche, c'est que ce n'est plus une assise qui est dans la main des institutions. Vous avez cité le Premier ministre, vous avez cité le ministre de la Refondation. Non. Il y a déjà un panel qui a été mis en place. Ils ont été nommés par le président de la transition. Il y a une commission d'orientation qui est mise en place.
Donc, à partir de cet instant, les dialogues et les assises appartiennent à ceci. Les institutions sont tenues à une obligation de moyens. Mais ce sont ceux-ci-là qui ont désormais le leadership des assises. Pour qu'il n'y ait pas de soupçons, qu'on ne pense pas qu'il y a des malices derrière. Non, non. Nous voulons que tout le monde se mette ensemble par souci d'inclusivité pour aller vers un consensus minimum, ou au moins pour indiquer les questions surtout sécuritaires. Après, les autres aspects de la gouvernance peuvent se greffer à ça. D'accord. Pour vous, ces assises sont inopportunes et insensées. Ces assises, pour vous, ont quelle finalité? En tout cas, encore une fois, je clarifie. Les assises au Mali, comme toute rencontre à l'échelle nationale, pour que l'ensemble des Maliens se mettent à discuter ensemble, surtout dans une période d'exception qui est la transition, pour que nous puissions réfléchir sur les futurs jalons que nous devons poser pour un nouveau Mali. Elles sont absolument, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je l'ai dit encore, aujourd'hui les assises doivent être au-delà de la transition. Les assises doivent réfléchir sur, effectivement, pendant la transition, mais aussi doivent être décorrélées des objectifs même de la transition. Donc vous êtes conscient de l'importance de ces assises? En fait, toutes les assises sont importantes, je l'ai dit, mais encore une fois, ces assises actuellement, dans ces contextes précis, non, juste pour alibi, de prolonger les délais de la transition, de violer la charte de la transition. C'est aussi simple que ça. Mais et vous regardez le délai de la transition ou bien vous regardez on n'a pas besoin l'avenir du pays? C'est pas question d'avenir. Tout le monde est patriote. Non, tout le monde veut parler de l'avenir du pays. Tout le monde veut le meilleur destin pour notre pays. Vous savez, toutes ces questions, je vous dis, si vous me permettez juste. Allez-y. Ce qu'ils appellent la rectification, pour moi, qui n'a ni plus ni moins qu'un coup d'État, un deuxième coup d'État. Et le président a prêté serment pour certains engagements. Le Premier ministre était face aux membres du CNT pour son plan d'action. Et dans son plan d'action figurait l'amélioration de la sécurité, la bonne gouvernance, les réformes politiques et institutionnelles et aussi les retours à l'ordre constitutionnel. Ça, c'était les axes principaux du Premier ministre. Et qu'il a pris un engagement face aux membres du CNT, face au peuple malien et face à la communauté internationale. Ça sont les engagements. Et moi, je me rappelle quand on est gamin, on nous rappelle que la parole donnée, l'engagement, elle est sacrée. Et aujourd'hui, vous imaginez que à chaque fois qu'on demande à ces autorités quel est le lead, quel est le cap, quelle est la direction qu'on veut prendre en termes de réforme, en termes d'amélioration de la sécurité, en termes de retour de l'ordre constitutionnel, à chaque fois qu'on parle, qu'on demande, qu'on pose une question, la réponse c'est quoi? On brandit les assises nationales de la refondation. Donc cela veut dire que pratiquement, on est à 4 ou 5 mois de la fin de la transition. On peut considérer que pratiquement rien n'a été fait et on ne veut rien faire tant que nous ne fassions pas les assises nationales de la refondation. Vous estimez que pendant ce temps-là, il peut y avoir de l'organisation des élections? Non, mais vous imaginez le tout premier gouvernement avait pratiquement fini avec toutes les réformes électorales. Et aujourd'hui, ces réformes électorales ont été mises au placard et ces réformes électorales ont été adoptées par l'ensemble de la classe politique. Et pas les ministres de l'administration territoriale, qui est encore ministre de l'administration territoriale. Et on a pris ces réformes, on les a mis à la poubelle. Et maintenant, on attend qu'on parte aux assises pour définir maintenant les devenirs de notre pays. Et si vous étiez à la place de ceux qui veulent organiser aujourd'hui ces assises nationales, qu'allez-vous faire au regard du contexte actuel de la situation sécuritaire dans le pays? Je vais vous répondre. Mais vous constatez au même moment, on dit qu'on ne peut rien faire sans les assises. Au même moment, et en plus, on dit que les résolutions des assises sont exécutoires et sont obligatoires. À même moment, on envoie une correspondance aux autorités de la CEDEAO pour demander la prolongation, pour demander l'incapacité aux autorités d'organiser des élections à date. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand les assises vont demander à ce que les élections... Mais si c'était vous, qu'allez-vous faire? Quand les assises vont demander à ce que les élections vont se faire, doivent se faire
à date, et les autorités vont dire quoi? C'est deux choses. Soit les recommandations des assises sont déjà connues d'office, c'est-à-dire qu'ils vont nous mettre devant les faits accomplis. Soit, ce qu'on nous fait croire, ces assises, les recommandations des assises ne sont pas exécutoires. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire une gouvernance par contradiction. Et depuis le début de la nomination du Premier ministre, on est dans la contradiction. Et aujourd'hui, notre pays est isolé diplomatiquement. Si vous étiez à la place, isolé diplomatiquement. Et ça ne réjouit personne d'avoir nos autorités qui sont sanctionnées par nos partenaires. Et c'est ça la situation réelle. Si vous étiez à la place de l'actuel gouvernement, qu'allez-vous faire pour faire face à ces assises, à l'organisation de ces élections-là? Déjà, nous sommes dans un contexte d'exception où on a besoin de rassemblement. Mais c'est ce rassemblement-là qui est les assises nationales. Non, aujourd'hui, on entend les discours. Les discours sont clivants. Vous savez, moi, j'ai participé à toutes les rencontres du Premier ministre avec les partis politiques. Et je peux vous rassurer que les différentes rencontres auxquelles j'ai participé se sont transformées en meetings. Ce sont transformées en meetings de clivage. La question est où d'autres sont des bons Maliens, d'autres ne sont pas des bons Maliens, d'autres sont pour les changements, d'autres ne sont pas pour les changements. La situation actuelle du pays, on n'a pas besoin de ça. On a besoin du rassemblement de tout le monde. D'accord, on a besoin de rassemblement de tout le monde, de tous les acteurs politiques, de la société civile. Et exactement ce que le gouvernement est en train de faire. C'est pourquoi ces assises-là sont prévues pour rassembler l'ensemble des Maliens. En quoi ces assises peut-elles remettre le Mali dans une dynamique vertueuse? Bon, écoutez, moi je pense qu'il est toujours bon que les gens se retrouvent pour discuter. Et pour une fois, je reviens effectivement à une question qui m'avait été posée avant l'ouverture du débat par rapport à la notion de peuple. Parce que les gens confondent le plus souvent population et peuple. La population, c'est l'ensemble des habitants. C'est-à-dire que c'est un concept juridique et démographique, la population. Et les gens prennent ça pour le peuple. Et je sais que c'est quelque chose qui est largement diffusé dans l'opinion, mais je sais aussi que c'est d'origine intellectuelle. Ce sont un certain type d'intellectuels pour des objectifs bien précis à un moment donné de l'histoire qui l'ont défini dans ce sens-là. Mais vous savez, il y a un renouvellement aussi du savoir. Il faut que les gens acceptent également de se mettre à la page. Le peuple, c'est quoi au fait? Le peuple, ce n'est pas la population. Vous n'avez jamais vu un président malien être élu par 2 millions de Maliens? Jamais. En tout cas, de 1991 jusqu'à maintenant, aucun président malien n'a été élu par 2 millions de Maliens. Le président qui vient de partir, Ibeka, il a été élu par combien? Moins de 1,5 million de Maliens. Et pourtant, on dit qu'il est le président du peuple malien. Alors, le peuple, c'est quoi au fait? Le peuple, dans ce cas, c'est la partie active de la population. Donc ce sont les 3 millions qui ont été convoqués, 2 millions ont accepté de voter, 1 million ont refusé, mais ils ont leur nom sur la liste électorale, et d'autres ne sont même pas autorisés. Il y a par exemple des enfants, il y a par exemple des gens qui ne jugent pas de leurs droits. Pourtant ce sont des Maliens, ils font partie de la population malienne, ils ont la nationalité malienne. Vous voyez, il y a des étrangers ici qui ne sont pas des Maliens, qui habitent ici. Donc, le peuple, c'est la partie active de la population. Il se constitue de 3 manières. La manière la plus banale et la plus faible, c'est évidemment la constitution. Le peuple se constitue par le vote. Lorsqu'on convoque le collège électoral, lorsqu'on convoque les gens à aller voter, ceux qui votent, acceptent d'aller voter, c'est eux qui constituent le peuple. Deuxièmement, le peuple, excusez-moi, c'est important de... Parce que j'entends les dire que c'est antidémocratique, les assises. Je reviendrai à ça. Je reviens à ça, M. Diko. Je reviendrai à ça, s'il vous plaît. Je reviendrai à ça, s'il vous plaît. Je reviendrai à ça. Donc, je dis, la deuxième manière de constitution du peuple, c'est quoi? C'est lorsqu'effectivement, on est dans ce cas aujourd'hui, les assises. C'est-à-dire que lorsqu'on convoque une rencontre, lorsqu'on demande aux Maliens de se rencontrer, lorsqu'on demande à une population de se rencontrer, il y a une partie qui accepte la rencontre, mais il y a une autre qui refuse.
Celle qui refuse ne fait pas partie du peuple. Celle qui accepte de participer à la rencontre, c'est elle qui constitue le peuple. Donc on dira le peuple de Kouroukanfouka, c'est pourquoi on parle de peuple de, comment dirais-je, au Bénin, des conférences nationales du Bénin, on parle du peuple du Mali de 1992, celle qui a accepté, la partie de la population qui a accepté donc de se retrouver, de se parler, et donc de parler de constitution, des règles et des rapports qui doivent régir la vie de la communauté. Donc la partie qui a accepté ça, c'est le peuple. Donc les assises sont dans ce cas bel et bien démocratique. Mais la partie, et ça a été un moment, le débat était là. Lorsque Maître Tapo, sur un plateau de télé, je dis son nom, parce que là, on est entre Maliens, il faut dire les choses par le nom, rétorque à Maître Muntakatal pour dire que le M5 se croit le peuple. Moi, je ne défends personne, mais je dis tel que les choses sont. Donc, le M5 se croit le peuple. Oui, le M5 était le peuple. Tapo dit non, mais vous n'avez pas le monopole du peuple, nous aussi on est du peuple. Il n'est pas du peuple, il est de la population. Il n'était pas du peuple, il était de la population. Parce qu'on a appelé les gens à aller manifester, ceux qui ont accepté d'aller manifester, c'est eux qui constituent le peuple. Et s'il y a changement de pouvoir, c'est eux qui constituent le peuple. Il y a eu changement de pouvoir. Et donc nous sommes dans cette logique. Nous avons, comment dirais-je, franchi cette étape. Nous sommes à cette nouvelle phase. On demande aux gens d'aller se rencontrer. Moi, je crois que si vous voulez une autre façon, parce que les gens, effectivement, réduisent aussi la démocratie aux élections. Excusez-moi, je termine par... S'il vous plaît. Les gens réduisent la démocratie aux élections. Or, les élections, excusez-moi, s'il vous plaît, en parlant de la notion du peuple, le cadre se réclame d'une frange du peuple malien également et ne veut pas participer, mais n'arrive pas à donner concrètement s'ils étaient à la place du gouvernement actuel, il allait-il organiser ces élections-là au regard de la situation sécuritaire du pays? Est-ce que s'ils étaient à la place du peuple, ils allaient organiser ça? Non, je dis que le peuple, ce n'est pas quelque chose qui est là pour toujours et tout le temps. Le peuple se constitue à un moment donné et après il disparaît. Il se constitue, je l'ai dit, lorsqu'il y a le vote, il se constitue lorsqu'il y a des rencontres, les forums, il se constitue lorsqu'il y a un mouvement insurrectionnel. Donc c'est ça que j'ai dit que voici les trois façons comment le peuple se constitue. Mais ces trois façons-là ne sont pas permanentes. C'est-à-dire ça vient, ça part. Donc nous sommes le peuple alors? Non, vous n'êtes pas du peuple. Vous serez du peuple. Vous serez du... Excusez-moi. D'accord, Baro, dites-nous, à quoi faut-il s'attendre? Vous aurez la parole. À quoi faut-il s'attendre avec ces assises-là? D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire comprendre à mon camarade Diko que les délais... Il ne faut pas associer la tenue de ces assises-là comme prétexte à prolonger les délais de la transition. Ça n'a rien à voir. La preuve, vous faites allusion à la charte. Mais la charte même a prévu ses conditions, ses modalités de modification. Il est prévu que la charte peut être modifiée. Et qui acte la modification de la charte a aussi acté la modification du délai de la transition. Parce qu'il n'est pas précisé que cet article-là ne peut pas faire l'objet d'une modification. Donc, la CEDEAO même, comme il a fait allusion, a acté la charte. Et la charte a prévu ses conditions, ses modalités de révision. Donc, tout simplement, à travers la charte, on peut modifier même les délais de la transition. Mais ce n'est pas là le problème. Nous ne sommes pas dans une démarche purement juridique. Mais à quoi faut-il s'attendre avec ces assises-là? Je viens aux assises encore. Parce que là aussi, ça fait partie des assises. Ça fait partie des raisons qui les amènent à ne pas participer. Il a parlé du caractère contraignant. La seule chose qui peut être contraignante pour un nouveau président élu après la transition, c'est la Constitution. Alors que nous avons dit, les résolutions des assises seront prises sous forme de loi, de décrets, d'arrêtés. Maintenant, le président qui est élu, il a toute la latitude politique pour modifier la loi, pour abroger la loi. C'est aussi simple que ça. La seule chose qui peut être contraignante pour un président démocratiquement élu, c'est la Constitution. Toutes les autres normes-là peuvent être
soumis à une modification ou à une modification d'un président de la République. Donc là, ça peut être une des raisons de blocage. Maintenant, ces assises, nous l'avons dit, c'est qu'on ne peut pas faire le déni de la réalité politique aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre alternative que d'aller se mettre ensemble et de se parler. Mais on aura quel type de Mali après ces assises? C'est les assises qui vont déterminer. Il venait de dire, il est sceptique parce que tout simplement pour lui, les résolutions des assises là sont déjà élaborées. Moi, je ne sais pas. Mais il estime que ces résolutions ne seront pas exécutoires. Mais pour vous, ces résolutions seront-elles exécutoires? Il faudrait que ces résolutions soient exécutoires. C'est tout l'intérêt des assises. Si on ne rend pas ces résolutions exécutoires, c'est que ça n'aura servi à rien. Ça sera comme le déni. Et on va aller vers un autre 18 août, que Dieu nous en garde. C'est ce que nous cherchons à éviter. C'est ce que nous cherchons à éviter. Il a parlé du Premier ministre qui est parti devant les CNT, il a fait une déclaration de son PAG. Mais dans ça, il y a les assises. Le Premier ministre, dans son discours aux Nations Unies, il a parlé des assises. La CEDEAO même a acté les assises. Maintenant, après les assises, chacun va se retrouver dans les caps nouveaux. D'accord. Dès que vous estimez que ces assises ne sont pas inclusives, alors comment rendre ces assises-là inclusives? Ok, merci, je vais répondre à votre question, mais je voulais juste éclaircir quelques points d'ombre. D'abord, le peuple. En écoutant la définition sémantique de mon frère, ça veut dire que c'est nous qui sommes le peuple. Parce que, sauf s'il dit le contraire. Le peuple, c'est ceux qui sortent et ceux qui réclament. Et aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que ceux qui étaient dehors il y a un an de cela, avant le 18 août, ils sortent, ils réclament. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ils sortent, ils réclament. Donc vous voulez aussi être au pouvoir? Non, c'est pas question de pouvoir. En fait, il n'y a pas de logique. Vous êtes dehors. Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes contre. Vous réclamez. Vous êtes au pouvoir maintenant. Et vous sortez aussi pour réclamer. En fait, on se demande qu'est-ce qu'ils font dehors. En fait. Comment rendre ces assises-là? On se demande qu'est-ce qu'ils font sur le boulevard. On se demande qu'est-ce qu'ils font dans les meetings. Et pendant que le pays, pendant que nos récoltes sont en train d'être brûlées, pendant qu'il y a l'insécurité qui aggrave, pendant que la cherté de la vie. Compte du temps. Comment rendre ces rencontres-là inclusives? Déjà, il faut, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas faire des réformes politiques institutionnelles sans la classe politique. Et surtout la majeure partie de la classe politique. La majeure partie de la classe politique sont dans les cadres d'échange, sont dans les cadres des regroupements et partis politiques. Mon frère ne va pas dire le contraire. Donc, on ne peut pas engager des réformes politiques sans les partenaires majoritaires, les partenaires privilégiés qui sont les hommes politiques. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, ils sont dans une démarche. Comment? Mais est-ce que vous avez envie de participer à ces assises-là? Non, c'est le fond en fait. C'est le fond des assises qui pose problème. Ce n'est pas question de participer ou non participer. En fait, nous, on n'est pas sur des réponses de oui ou non. On est sur des réformes. Vous savez, nous sommes dans une crise multidimensionnelle. Mais pour certains, aussi très importante que l'avenir du Mali qui va se jouer lors des assises doivent traiter de façon très sérieuse. Donc, on ne peut pas le faire avec une minorité. Pour certains observateurs, le cadre ne veut pas participer parce qu'il y a une question de personnes. Non, pas du tout. Le cadre a été très clair. Je ne sais pas si vous avez lu les mémorandums. Après le débat, je pourrais vous envoyer les mémorandums, nos différents communiqués. On n'est pas sur des questions de personnes, on est sur des questions de principes. Et ces questions de principes, si vous me permettez, je vais les rappeler. Nous avons dit ces assises ne sont pas inopportunes. Ces assises sont inopportunes. Je vous ai bien expliqué pour quelles raisons ils sont inopportunes. Aujourd'hui, le vrai problème du Mali, ce n'est pas les textes, ce sont les hommes. Il n'y a pas un domaine au Mali, dans ces pays, où il n'y a pas déjà des recommandations qui sont au placard. Il suffit de les sortir, de les toiletter, de les mettre en application. Donc ça, c'est la question inopportune. Déjà, au début du débat, je l'ai rappelé que la négociation avec Yad et Amadou Koufa vient du déni. Donc il y a encore des recommandations qu'on peut prendre, on peut les appliquer. Si toutefois le fonds là dont vous parlez, si ce fonds-là est réglé, est-ce que allez-vous participer à ces assises-là? Déjà, il va falloir d'abord que ça soit une démarche inclusive, qu'on discute, qu'on échange sur le fond. Et si les fonds sont traités, mais il n'y aura absolument aucun problème. Vous savez, notre objectif là, c'est le Mali. Donc, sur ce plan, nous ne serons pas des problèmes. Dites-nous comment sortir de cette impasse-là. Bon, je pense que d'abord, je crois que c'est difficile en tout cas pour Diko
de participer, je ne parle pas de sa personne, mais je parle de sa formation politique, de participer en tout cas au dialogue pour la simple raison, lui il trouve qu'il est dans un dualisme qui consiste à opposer le fond à la forme et en rejetant d'ailleurs les deux. Ni la forme n'est bonne, ni le fond n'est bon, donc pour lui. Donc rien n'est bon par rapport aux assises. Maintenant, pour répondre à votre question, comment sortir de l'impasse? Moi, je crois que pour sortir de l'impasse, je m'adresse à la fois aux autorités du pouvoir, aux détenteurs du pouvoir, je m'adresse aussi à la communauté internationale, donc aux partenaires étrangers, mais aussi à la CEDEAO. Je m'adresse également aux Maliens, qu'ils soient du pouvoir ou qu'ils soient hors du pouvoir. Et il faudrait que... Au fait, il y a un problème qui se pose. Les gens s'agrippent au principe. C'est l'erreur de la communauté internationale. Et d'ailleurs, le problème, souvent, ce qui fait d'ailleurs aussi, c'est-à-dire ça installe une rupture entre la communauté internationale et les Maliens. Et c'est ce qui est appelé d'ailleurs par certains sentiments anti-français ou, je ne sais pas, anti-occidentaux, qui n'a rien à voir avec ça. Et donc, moi, je crois qu'il faut sortir de la logique qu'il n'y a qu'un principe, c'est-à-dire qu'il n'y a que les textes. Non, il y a les textes. Et ces textes, à un moment donné, ont été décidés ou ont été écrits en fonction d'une réalité déterminée. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en face d'une autre réalité. Donc, forcément, il faudrait tenir compte de cette réalité. Autrement dit, ces textes-là doivent évoluer, doivent tenir compte de l'existant. Et donc, il faut, pour qu'on puisse sortir de l'impasse, il faut accepter de trouver une adéquation entre les textes qui avaient été à un moment écrits en fonction d'une réalité passée et la réalité qui se trouve aujourd'hui en face. D'ailleurs, le premier principe, si vous voulez, parce que beaucoup parlent de principe, ils ne savent même pas ce que c'est que le principe. Le premier principe, c'est le principe de réalité. Le deuxième principe, c'est les textes viennent après la réalité. Parce qu'aucun texte ne tombe du ciel. Tous les textes écrits sont nés à partir de circonstances historiques bien déterminées. Donc vous ne pouvez pas quand même faire fi des réalités du moment et puis dire que les textes ont dit ça, les textes ont dit ça, les textes ne tombent pas du ciel. Barreau, le cadre estime que ces rencontres sont utiles, mais le fond qui pose un problème, comment rendre plus efficace? Voilà pourquoi il y a eu la nomination du panel, du personnel, des personnalités, 19 personnalités ont été nommées au niveau du panel, pour démarcher nos camarades qui sont encore réticents, qui sont pas encore rassurés de la démarche qu'on veut aller vers un Mali nouveau. C'est là aussi, c'est là le problème. Ils vont continuer à les démarcher. Et qu'est-ce que vous allez leur dire pour les rassurer? C'est le panel qui va déterminer ça. Il y a un panel de 18 personnalités qui ont été mis en place par les présidents de la transition. Ce panel va prendre les choses en main pour qu'on sorte du fait partisan et qu'on régale les Mali nouveaux. Comment faire pour préserver l'État dans ce cas? Pour préserver l'État malien, comment faire? Préserver quoi, l'État malien? L'État malien. Oui, mais nous sommes obligés de se mettre ensemble. Ça, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous mettre ensemble pour préserver l'État malien. Allez-y. Alors, ce que je voulais dire, aujourd'hui, il faut décorréler le délai de la transition aux assises nationales. Ça, c'est très important. Le respect des engagements, c'est une valeur sûre, c'est une valeur cardinale du Mali. Et nos autorités doivent respecter les engagements qui ont été pris face à la communauté internationale et face aussi aux Maliens. Les autorités doivent prendre les engagements au sérieux. Ainsi se referme ce grand dialogue dont le thème est l'assise nationale de la refondation. Pourquoi la tenue divise la classe politique? Et nous étions avec Aboubakar Diko, premier vice-président du parti Yelema, Bakabini Keita, politologue, professeur à l'université de Bamako, Boulan Baro, membre du directoire du parti Sini, Progrès national d'initiative démocratique. À la présentation, Imirana Kilo à Maïga, à la mise en onde et régie vidéo, Mamadi Keita et Gagni Kanté. Ce débat en partenariat avec le programme d'engagement civique a été coordonné par Mohamedou Touré. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.